complexe. Il y a la fertilité physique, il y a la fertilité chimique, il y a la fertilité biologique. Donc l'ensemble de ces paramètres-là sont pris en charge par des stratégies, par des techniques, par des technologies. Et c'est la combinaison de l'ensemble de ces stratégies, de ces techniques qu'on appelle gestion intégrée des sols. Mais à côté de la gestion intégrée des sols, il y a aussi la gestion intégrée de l'eau. Oui, ça répond exactement à la même situation. Par la gestion intégrée des sols, c'est aussi l'ensemble des stratégies de l'eau, j'allais dire. C'est l'ensemble des stratégies qui concourent pour une meilleure utilisation de l'eau, donc une meilleure efficience de l'eau d'irrigation. Je vous donne de l'eau en général. Utilisation rationnelle. Voilà, rationnelle de l'eau. Je vous donne un exemple. On peut, à travers des technologies éprouvées de conservation des eaux et des sols, et réaliser cet objectif-là. Mais à côté, on peut aussi, à partir de juste des systèmes agronomiques de rotation ou de densité des plants sur le sol, sur les champs, et parvenir à cet objectif-là. On peut également, à partir des arbres, par exemple, qu'on a, de technologies liées à la mise en valeur des arbres, concourir aussi pour aboutir justement à la même solution. Donc c'est dire que c'est l'ensemble des solutions, des techniques, des technologies qu'on a dans divers domaines, que ce soit en foresterie, en agronomie, en sciences du sol, qu'on met bout à bout ou qu'on met ensemble pour créer des synergies en vue d'assurer une gestion adéquate de l'eau. Ça veut dire concrètement, quand on parle d'innovation et de technologie dans le domaine de l'agriculture, c'est surtout pour la gestion des terres, des sols et de l'eau. Voilà, parce que voilà, c'est surtout. Je vous donne un exemple. Quand vous regardez la plante, par exemple, le premier facteur qui impacte directement, qui influence directement la plante, c'est l'eau. Ça c'est le premier élément. Quand vous avez une plante sans eau, elle ne peut rien faire. Donc la première des choses, c'est l'eau. Donc la gestion rationnelle de l'eau dans un système agricole. Mais il faut que le sol aussi soit adapté. Oui, c'est vrai, j'arrive. C'est-à-dire, vous avez demandé que c'est l'eau, c'est le sol. J'ai dit, bon, c'est tout juste parce que l'eau est le premier facteur qui impacte la plante. Mais aussi, faudra-t-il que la plante ait un support. Donc, ça allait venir. Et ce support, c'est le sol. On n'est pas en hydroponie, on est en culture pluviale, on est en culture irriguée dans des zones normales. Donc, c'est le sol d'abord qui est le support de toutes les plantes. Et une fois que le plant a un support, sa croissance est assurée. Et sa croissance est assurée par la disponibilité en éléments nutritifs. Et ces éléments nutritifs sont dans le sol, sont piégés dans les particules du sol, qui sont libérés au gré de l'évolution de l'environnement immédiat des racines, qui fait que justement on a ces éléments minéraux-là qui sont pris par les plantes pour leur croissance et pour leur développement. Donc vous voyez que c'est un système qui est carrément lié. Et quand on parle aussi d'innovation et de technologie dans le domaine de l'agriculture, on voit surtout les intrants, les semences, les fertilisants. Bon, c'est vrai qu'il y a les semences, ça c'est quand la technologie... Semences améliorées. Voilà, semences améliorées, ça peut être une semence hybride, ça peut être une semence à pollinisation ouverte, mais en tout cas qui est améliorée. Bon, il y a cela comme technologie, mais il y a, par exemple les biopesticides, qui constituent aussi une technologie, il y a les bioherbicides qui constituent une technologie, il y a les biostimulants qui constituent une technologie, il y a les équipements agricoles qui constituent une technologie, il y a des stratégies liées à la foresterie, au système forestier qui constituent une technologie, il y a également la riziculture par exemple qui est une technologie, il y a la pisciculture, l'amélioration de la pisciculture à travers soit l'alimentation ou de croisement génétique qui constituent des technologies. Les technologies, c'est l'ensemble des stratégies, des techniques qui sont déployés dans le domaine de la recherche pour pouvoir aboutir à une situation qui impacte positivement la productivité des cultures. Et très généralement, c'est fait pour augmenter la productivité, mais est-ce qu'il y a aussi, c'est pour aussi améliorer la qualité de production? Oui, c'est aussi pour améliorer la qualité de production. Je vous donne un exemple. Moi, je vais toujours vous donner des exemples pour une meilleure compréhension. Par exemple, les variétés que nous créons au niveau de la recherche. À un moment donné, on crée les variétés pour adapter juste le cycle
avec la longueur des saisons de pluie. On va parler comme ça pour être très simple. Un cycle court, adapté. Bon, mais on a vu qu'au fur et à mesure, il faut aussi penser à la nutrition. C'est pourquoi on dit qu'il y a des variétés de nutrition sensibles. Donc, ces variétés, c'est des variétés biofortifiées. Donc, nous avons fait des croisements génétiques pour introduire soit la vitamine A, un taux important de vitamine A, ou la vitamine B, ou la vitamine C, dans la culture, ou le fer, pour pouvoir prendre en charge les femmes en état de procréer. Et donc, il y a aussi tous ces oligo-éléments pour lesquels on sélectionne pour pouvoir fortifier la plante. Donc, on est en train de viser maintenant des variétés qui permettent de prendre en charge l'inclusivité, c'est-à-dire qui prennent la nutrition infantile, de par la vitamine A et autres qu'on a, qui prennent en compte les femmes en état de procréer, avec le contenu en fer. Bon, aussi la vitamine B et la vitamine C pour les personnes âgées et pour les fatigues en général. Autant l'homme a besoin de vitamines, autant les plantes aussi ont besoin de vitamines. Oui, les plantes ont besoin de vitamines et la vitamine des plantes, c'est justement à partir des fertilisations. Et ces fertilisations-là, elles peuvent être à base de matière organique. Et ça, c'est une solution endogène que nous encourageons. Actuellement, on est en train de se battre sur tous les projets de recherche pour pouvoir intégrer justement ces aspects-là. Donc, il faut une solution endogène qui va reposer sur la valorisation de la matière organique. Mais il y a aussi la fertilisation chimique, on ne peut pas s'y passer. On peut réduire l'utilisation des procédés chimiques, on peut réduire l'utilisation des fertilisants chimiques, mais on ne peut pas se passer des fertilisants chimiques. Donc c'est ces éléments-là, c'est eux qui nourrissent la plante et leur support, c'est le sol. Donc il y a dans le sol, on ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais on va dire que dans le sol, il y a des systèmes entre les particules de sable, d'argile et autres qu'on a dans le sol, qui permettent d'être des supports. Si vous voyez des lits, des couverts de ces éléments-là. Donc, c'est ces éléments-là qui sont libérés graduellement dans le sol, que les racines des plantes pompent pour pouvoir assurer leur survie. Et au Mali, prenons concrètement, comme vous devez donner des exemples, quelles sont les principales innovations ou les principales technologies que vous avez développées ces dernières années dans le domaine de l'agriculture, au niveau des lierres? Dans le domaine de l'agriculture, il y en a beaucoup. Et je viens de vous dire les variétés biofortifiées, et ça, c'est une innovation majeure. Bon, nous avons également des technologies de transformation de ces produits agricoles-là. Je vous donne un exemple. Nous avons obtenu un brevet à l'IR. Nous avons un brevet sur les mélanges nutritionnels. Ça veut dire que ces brevets-là, dans le monde, il n'y a personne qui a le droit de le produire si ce n'est pas le Mali, si ce n'est pas l'IR, si ce n'est pas nous. Ça nous appartient. Un mélange nutritionnel, ça veut dire quoi? C'est un mélange nutritionnel, un mélange, si vous voulez, un aliment complet. Des fertilisants? Non, ce n'est pas des fertilisants. C'est un aliment pour l'alimentation humaine. Okay. Donc, qui est très très riche, qui peut subvenir aux besoins des enfants, qui peut subvenir aux besoins des femmes en état de procréer. Et nous avons même dit que, par exemple, nos vaillants soldats sont au front. Si on met les moyens pour produire beaucoup de ces mélanges nutritionnels, et ça peut être quelque chose qu'on peut apporter au fond, c'est dans des petites bouteilles, et c'est très très riche, un complément nutritionnel extrêmement riche, en vitamine A, en vitamine C, en tout ce que vous pouvez imaginer comme élément qui puisse rentrer dans l'équilibre alimentaire. Ça veut dire, au-delà de tout ce que vous faites pour la production agricole, vous fabriquez aussi des produits alimentaires à base d'éléments nutritifs pour les personnes. C'est vrai que nous sommes peu connus parce que par rapport à ça, surtout ce que vous voyez dans les alimentations, vous voyez des petits produits locaux qui sont transformés dans des sachets et tout. Ces femmes-là sont formées à l'IR. C'est des incubés de l'IR, donc on les forme. On a un laboratoire de technologie alimentaire qui a comme mandat justement non seulement de voir la pertinence de chaque technologie développée en matière de variété, voir ce qu'il apporte en valeur nutritionnelle, voir comment est-ce que ce produit-là peut être transformé, voir s'il est transformé, est-ce qu'on peut le conserver, si on peut le conserver, est-ce qu'il répond au goût et déshydratat de la population. C'est quand tous ces paramètres-là sont obtenus, tous ces paramètres-là sont déterminés, qu'on sait que la technologie est devenue maintenant une technologie éprouvée. En ce moment, il y a des groupements de femmes qu'on reçoit au laboratoire, on les forme, et quand elles finissent la formation, elles en font un business.
les enfants en ont affaire. Donc, ils deviennent leurs propres chefs d'entreprise. Donc, ils transforment ce produit-là, ils mettent dans des emballages et ils apportent ça dans les différentes alimentations ou dans les différents forts pour les vendre. Monsieur Diallo, ça vous paraît intéressant tout ce qui se fait à l'IR, parce qu'en dehors des recherches pour développer de l'agriculture, alors ils fabriquent aussi des vitamines, j'allais dire ainsi comme ça, des compléments alimentaires. Oui, tout à fait. Je crois que aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Hein. Il faut aujourd'hui utiliser la technologie, il faut utiliser l'innovation pour développer les capacités de production dans tous les domaines. Donc, ce que l'IR fait vraiment est à saluer. L'appui que peut être les compléments alimentaires produits par le Mali, donc peuvent être utilisés pour les structures de santé, pour compléments alimentaires pour les enfants malnutris. Donc ça, c'est vraiment des initiatives que nous saluons, qui sont à encourager. Voilà. Mais il vous arrive d'utiliser ces compléments alimentaires, vous, avec vos patients, par exemple? Oui, nous, au niveau du ministère de la Santé, il y a effectivement des centres de santé de référence où les enfants sont reçus avec leur maman pour des consultations régulières. Donc, des conseils sont donnés par rapport à des produits, notamment des nutriments dont certains noms existent, que je ne vais pas citer ici, mais pour vraiment inciter les femmes à utiliser ces produits alimentaires pour, en tout cas, combattre la malnutrition dans le pays. Voilà. Monsieur Traoré, vous parlez de produits bio, de culture bio, mais vous avez dit aussi que vous utilisez des produits chimiques dans l'agriculture. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'en utilisant les produits chimiques, on peut avoir encore des produits bio, des cultures bio? D'accord. Et avant de répondre à cette question, je vais abonder dans le même sens que M. Diallo. Il a tout à fait raison. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Les centres de santé, avant que ces produits soient reconnus comme étant des technologies avec des brevets, on a le brevet, il a fallu qu'on teste ça avec les centres de santé. D'accord. Donc, comme il a dit, les enfants malnutris, on les prend d'un côté. Les enfants qui ne sont pas malnutris sont de l'autre côté. Les enfants avec lesquels on administre les produits sont d'un côté et il y a des témoins. Et les résultats scientifiques sont sans équivoque. Les enfants qui bénéficient de ce mélange nutritionnel, quand vous le comparez à un enfant qui ne bénéficie pas de ça, on dirait que c'est son grand frère de 7 ou 6 mois, alors qu'ils sont du même âge. Donc, c'est ces résultats éprouvés-là qui ont été mis ensemble pour envoyer pour le brevetage. Et c'est des scientifiques qui sont là-bas, qui ont 20 à 30 ans d'expérience, qui ne font que ça, donc qui ont évalué et qui ont vu effectivement que c'est pertinent. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir le brevet. Et ce brevet, on l'a et on le protège. Chaque année, il y a des frais, on paye les frais pour protéger notre brevet. Maintenant, il reste à valoriser ça au niveau national. Et je me bats pour cela. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un mélange de nutrition qu'on peut amener n'importe où. Ça peut être avec nos forces de l'ordre, ça peut être avec les enfants malnutris dans les SESCOM ou autres. Comme ça, on n'a pas besoin de manger beaucoup, mais juste un peu, mais c'est bon et c'est très riche. Donc, ça permet d'aider. Donc, je reviens à votre question. Maintenant, la culture bio, les gens confondent souvent un peu. C'est-à-dire, quand on dit qu'une culture est bio, ça veut dire que la culture ne reçoit aucun élément chimique. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, il n'y a aucun pesticide chimique, il n'y a absolument rien. Tout ce que la culture reçoit est biologique, biodégradable. C'est des engrais qui sont produits. Carrément, voilà. Par exemple, je prends le cas de le cas de nos grandes-mères dans les villages. S'ils produisent par exemple de la tomate, ils prennent que de la matière organique issue des résidus de récolte, issue de balayage des cours, des cendres et tout, ils font du compost avec. Quand le compost est mûr, on l'apporte au champ. Il n'y a absolument aucun produit chimique. Et jusqu'à la récolte, ce n'est que les moyens biologiques qu'on a souvent, c'est de prendre une solution de Nîmes tout de suite, quand on voit qu'il y a quelques insectes, ou bien prendre du piment, mettre en solution, et puis essayer d'asperger pour chasser les insectes et autres. Donc tout est bio. Mais ça ne permet pas d'avoir de produits avec un rendement important. Voilà, j'allais en venir. Ouais. C'est-à-dire, comparé à une plante qui reçoit que de produits chimiques, c'est sûr que le rendement
n'est pas le même. Mais si vous regardez en matière de santé, si vous regardez en matière de consistance, c'est sûr que le produit bio l'emporte de lui en qualité, en santé, en risque, même si c'est moins de risques. Mais on est dans un pays où on a besoin de la quantité. Voilà. On a besoin de beaucoup plus de production pour nourrir la population. Donc c'est pourquoi nous avons fait des recherches et les technologies que nous avons mises au point ne sont pas que des technologies bio. Les technologies bio sont à part, mais à la technologie aussi on fait la combinaison de la matière organique, donc la fertilisation organique et la fertilisation chimique, donc qu'on appelle minérale. C'est-à-dire le fait d'apporter par exemple 2 ou 3 tonnes de compost et de le compléter par 50 ou 100 kilos de durée ou de NPK, bon, c'est vrai, c'est des 2 combinaisons qui permettent de donner un très bon rendement, mais ces produits sont différents des produits bio qui produisent moins, mais qui sont sains sur toute la ligne. Donc c'est pourquoi il y a un marché bio à part et un marché conventionnel à part. Donc, et qu'est-ce qui marche le plus? Ça dépend du Quelle est votre priorité dans tout ça? C'est peut-être pas forcément la culture bio. Nous, voilà, nous, on ne priorise pas, parce que nous, on a un mandat, nous, on a une mission. C'est ça qu'il faut comprendre. L'IR, à l'opposé de beaucoup d'autres structures, n'a pas des objectifs, mais on a une mission. L'État nous a confié une mission régalienne qui est d'assurer la souveraineté alimentaire. Maintenant, la souveraineté alimentaire, il faut l'assurer par non seulement la quantité, mais la qualité aussi. Donc, en combinant la fumée organique et la fumée minérale, on a les rendements qu'on veut. Mais à côté, il y a aussi les cultures bio qu'il faut encourager, puisqu'il y a aussi son marché. Vous allez voir que dans les prix qui ont été offerts cette année, il y a un prix qui a été spécialement obtenu par le Mali et qui porte sur justement la promotion de cette culture bio-là. On va certainement y revenir. Mais si vous dites que vous avez une mission, mais est-ce que vous avez les moyens financiers de cette mission? Est-ce que vous arrivez à mettre en œuvre les politiques agricoles avec les moyens dont vous disposez? Bon, on fait ce qu'on peut. L'État fait de son mieux. Il faut reconnaître, malgré les difficultés qu'on est en train de traverser, et il faut rendre à César. L'État fait ce qu'il peut. Et bon, maintenant, c'est à nous, en tant que chercheurs, de se battre sur Internet. Quand on voit des appels à proposition, on rédige des projets, on soumet. Bon, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais c'est comme ça qu'on parvient à drainer des financements supplémentaires pour pouvoir faire face aux problématiques qui viennent de nos paysans. Parce que la recherche qu'on conduit, on ne la conduit pas comme ça. Ce n'est pas un pilotage à vue, c'est des remontées de la problématique depuis la base qui nous arrive. Et donc, on fait face en mettant en place des expérimentations, des recherches pendant 2-3 ans pour avoir la solution. Une fois que la solution est obtenue, c'est-à-dire elle est devenue une solution éprouvée, on la renvoie au niveau de nos producteurs et pour qu'ils l'adoptent et en vue de dépasser ce problème-là. Et c'est comme ça que ça marche avec la recherche. Donc, il y a les deux. Il y a le bio, on fait des recherches sur le bio, on fait la promotion du bio, mais on fait aussi l'autre côté. Et au Mali, il y a aussi un programme, comme vous parlez beaucoup plus de sol, il y a un programme pour la restauration des terres dégradées. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se fait dans ce domaine-là? Bon, la restauration des terres dégradées, si vous voyez, c'est l'ensemble des technologies dont la recherche dispose, donc des technologies qui ont été mises au point par la recherche et qu'on essaie d'appliquer pour pouvoir redonner au sol sa fertilité d'antan. Et pour ce faire, elles sont nombreuses. Il y en a qui sont basées sur l'utilisation. Je prends un exemple. Comme je vous dis, je vais toujours prendre un exemple. Si je prends par exemple la CMDT, la zone de la CMDT, on sait que la CMDT, c'est notre zone de production cotonnière par excellence, mais les sols sont acides. Les travaux de nos laboratoires à l'IR ont montré clairement que les sols sont acides. Et c'est l'ensemble des sols qui ne sont pas très fertiles. Voilà, c'est ça, qui sont acides. Ça veut dire qu'ils ne permettent pas à la plante d'exprimer l'ensemble de son potentiel. Donc, pour corriger cette acidité-là, donc il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens qui sont chimiques, qui constituent à apporter de la chaux agricole, je dis bien, la chaux agricole. Bon,
il y a le PNT, il y a la chaux agricole, il y a les plaques. C'est ce qui permet de restaurer. Voilà, de remonter le pH. Une fois que le pH est devenu normal, donc il y a une bonne partie des potentialités de la plante qui peut s'exprimer. Mais à côté de cela, il faut aussi lui donner les éléments nutritifs nécessaires. Parce que corriger l'acidité, c'est une chose, elle est différente de la disponibilité en éléments nutritifs. Les éléments nutritifs, c'est l'azote, c'est le phosphore, c'est le potassium. Et ça, il faut l'apporter soit par des engrais chimiques, soit par du compost qu'on a dit, le compost qu'on fait et qui est une solution endogène qui apporte aussi des éléments nutritifs. Et qu'est-ce qui est à l'origine de la dégradation du sol? Est-ce que c'est par le fait de l'homme ou bien est-ce que c'est vraiment naturel? Il y a les deux. Par exemple, si vous regardez le changement climatique est un des facteurs. Quand vous voyez des sols qui craquellent un peu partout. Donc quand vous voyez les craquelures au niveau des sols, vous voyez des... Les craquelures, c'est-à-dire quand vous regardez par exemple les sols qui sont argileux, vous voyez voilà, il y a des fissures partout, et donc qui ne permettent pas du tout l'agriculture encore, puisqu'il n'y aura plus d'eau là-dessus. C'est des zones qui étaient dans le temps inondées, mais qui ne reçoivent plus d'eau il y a 4-5 ans, donc ils deviennent des terres incultes. Donc ça, c'est un exemple de dégradation. Bon, il y a également les travaux culturaux. Par exemple, les charrues qui font labour tout droit dans le sens de la pente, vous faites le labour, donc vous émettez le sol. Quand il pleut, ça lave l'ensemble du sol pour aller le mettre en bas. Donc ça, ça devient une partie de l'homme. Bon, il y a également tout ce qui est façon culturelle en relation avec l'utilisation abusive des tracteurs. Les tracteurs, c'est bon, mais il faut l'utiliser de la façon la plus adéquate possible. Si vous voulez qu'on continue à labourer avec la main? Non, on utilise, non. Oui. Non, je suis en train d'encourager l'utilisation du tracteur. Je suis en train d'encourager l'équipement. Voilà, je veux dire qu'il y a aussi des problèmes si on n'utilise pas bien. Donc c'est pourquoi il faut écouter le conseil agricole. Le conseil agricole, c'est les agents de la vulgarisation, c'est aussi les chercheurs qui sont au niveau des différentes zones. Donc ils peuvent être des conseillers pour pouvoir réduire les dégradations. C'est-à-dire, au lieu de labourer dans le sens de la pente, labourer suivant les coupes de niveau, par exemple, permet d'arrêter cette érosion-là et donc de réduire de façon drastique le ruissellement des eaux, donc qui sont normalement perdues s'il n'y a pas ce dispositif-là. Un dernier mot maintenant sur les prix, parce que vous avez, au cours du mi-temps, vous devriez décerner des prix pour l'innovation, le prix de l'innovation agricole, Abdoulaye Touré. C'est qui Abdoulaye Touré et pourquoi ce prix-là et qui l'a eu? D'accord. Et brièvement, Abdoulaye Touré, c'est un ressortissant ivoirien. Donc c'est les Ivoiriens qui travaillent à la Banque mondiale, qui s'est battu toute sa vie pour aider l'agriculture africaine, qui s'est battu pour avoir des financements pour des grands programmes. Je vais donner un exemple, le WAP par exemple. Il s'est battu pour l'obtention de ces programmes-là et il est reconnu de façon unanime comme quelqu'un qui s'est tout le temps battu dans les différentes instances de financement pour pouvoir avoir de financement pour l'agriculture, parce qu'il s'est tout le temps dit qu'il faut que l'agriculture émerge. Maintenant, les prix qui ont été obtenus, il y a deux lots. Le premier lot, c'était en relation avec l'amélioration de la productivité agricole. Donc le premier prix, il a été obtenu par un Togolais, donc le Togo, parce que lui il avait mis en place, disons, il a créé une machine qui non seulement récolte les courges, mais aussi permet de les traiter, c'est-à-dire de les éplucher. Et ça a un grand apport pour les femmes, parce que les femmes souffraient beaucoup pour la récolte et pour le traitement post-récolte. Donc lui, il a mis une technologie qui facilite de beaucoup la souffrance des femmes. Ça a été le premier prix. Et le prix qui suivait, toujours dans cette catégorie-là, c'est le Sénégal, avec un bio-stimulant, un bio-insecticide en même temps, et qui amènera aussi la productivité des cultures. Et donc, de l'autre côté, il y a eu le deuxième prix, et ça, c'était par rapport
tout ce qui est système de commercialisation et de valorisation. Donc ce premier prix a été remporté par le Burkina Faso, qui a mis la valorisation de l'acajou en jus, en vin, en vinaigre, en nutrition humaine, et également en farine infantile et même pour les pâtisseries. Et le prix maintenant de mise en connexion pour le marché bio de Bamako, ça a été remporté par le Mali. Ça, c'est une dame qui a vraiment cette technologie, qui a mis ensemble les producteurs, les consommateurs, les transformateurs de produits bio à Bamako. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Mais si vous permettez, il y a aussi le prix du Mali qu'il ne faut pas occulter. Le Mali aussi a donné un prix pour ses innovateurs. Et donc, on a donné 5 prix. Il y a je vais très rapidement. Il y a deux prix qui sont en relation avec le compost, la fumée organique qu'on vient de dire. Donc, ça rejoint votre question, elle est importante. Pour les chercheurs maliens. C'est des privés qui ont travaillé, qui ont leur entreprise, qui se sont battus pour avoir ces produits à base de bio. Et maintenant, il y a 2 autres qui sont des start-up. Donc qui ont des senseurs. Donc c'est vraiment très important. Ça, c'est la digitalisation. C'est l'informatique, c'est des détecteurs qu'ils ont qu'on met dans le sol qui permettent de donner le niveau de fertilité, qui donne le niveau d'humidité du sol. Et il y a un dernier prix qu'on a donné, ça c'est à Socafon qu'on a donné, ça c'est pour les équipements adaptés en milieu pluvial pour pouvoir justement assurer le herçage et toutes les autres opérations culturelles. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Nous passons à notre deuxième sujet. Le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali a lancé ce mardi la 4e édition du Symposium national de la réadaptation physique au Mali. Il s'agissait d'offrir un cadre d'échange d'expériences sur les politiques publiques à mettre en œuvre en faveur des personnes en situation de handicap. Le compte-rendu de Maïmouna Guino avant de revenir sur ce plateau. Donner une nouvelle impulsion aux activités du secteur de la réadaptation physique tout en redonnant espoir à ceux qui ont perdu une partie de leur capacité motrice. C'est l'objectif que se fixent les responsables du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. La 4e édition du Symposium national de la structure réunit experts et partenaires autour d'un même idéal, bâtir un système de réadaptation plus durable et performant au service des personnes en situation de handicap. L'objectif de ce symposium est de renforcer la collaboration entre toutes les parties prenantes afin d'améliorer la performance, la durabilité et l'intégration du secteur de la réadaptation physique dans notre système national de santé. Ce rendez-vous intervient à un moment crucial alors que notre pays s'engage résolument dans la construction d'un système de santé plus inclusif, plus équitable et plus performant. Le thème de cette édition met en lumière la nécessité d'une collaboration renforcée face à des défis majeurs, notamment l'accès encore limité aux services de réadaptation, la pénurie des ressources humaines qualifiées, l'insuffisance de financement, la nécessité de moderniser nos infrastructures et nos équipements. Il favorisera également le partage d'expériences autour de thématiques clés telles que les affections ostéo-articulaires et leur prise en charge multidisciplinaire, l'inclusion sociale et l'autonomie des personnes en situation de handicap, la formation et le renforcement des compétences professionnelles, ainsi que plusieurs communications libres portant sur la réadaptation physique. Le Comité international de la Croix-Rouge et Humanité et Inclusion, partenaire du secteur, accompagne activement ce symposium, un rendez-vous annuel qui se veut une plateforme privilégiée d'échange, d'analyse et de partage des expériences au service de la réadaptation physique au Mali. Au Mali, le conflit a accru la vulnérabilité des personnes en situation de handicap, estimée à 3 359 322 au Mali, dont 111 977 auraient besoin de l'appareillage orthopédique. Selon l'OMS, particulièrement le nord et au centre du pays, rendent l'accès aux centres de réhabilitation physique difficile. Le CICR, à travers son département du PRP, est resté l'un des principaux acteurs soutenant le secteur de la réadaptation au Mali et demeure un acteur de confiance. Le CICR fournit aussi des matières premières et d'autres fournitures et prend en charge le traitement des victimes du conflit et des indigents.
la décentralisation des services à travers le fonctionnement des centres régionaux en remplacement des missions d'appareillage orthopédique est rendu plus possible avec la collaboration étroite avec le CNAOM, que je salue ici, ce qui a contribué à élargir l'accès aux soins de réadaptation de qualité et de suivi régulier des bénéficiaires par les équipes permanentes, qu'ils en soient remerciés. Pour relever ce défi, nous devons nous unir autour d'une stratégie nationale de réadaptation ambitieuse et opérationnelle. S'inspirant des recommandations de l'OMS, cette stratégie doit servir de cadre fédérateur pour intégrer pleinement la réadaptation à tous les niveaux du système de santé, des soins communautaires aux structures tertiaires, en assurant son accessibilité, sa qualité et sa pérennité. La mise en œuvre effective de cette stratégie permettra non seulement d'honorer nos engagements internationaux, mais surtout d'apporter une réponse tangible aux besoins quotidiens des millions de personnes qui nécessitent de services de réadaptation pour exercer leurs droits fondamentaux et participer pleinement à la vie sociale et économique de notre pays. Dans l'agenda de cette rencontre, plusieurs communications seront faites dans le but de proposer des alternatives visant à bâtir un système de réadaptation plus inclusif et performant. Monsieur Ndiallo, vous êtes le directeur du Centre national d'appareillage orthopédique, et en organisant ce symposium, qu'est-ce que vous visiez? Qu'est-ce que vous aviez comme objectif? Est-ce la recherche de financement, ou alors est-ce qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation de la population? Merci bien, M. Koné, et bonjour téléspectateurs. Ce symposium est la 4e édition de la réhabilitation physique au Mali. En organisant ce symposium, c'est créer un cadre d'échange pour tous les acteurs du secteur, donc afin de partager les bonnes pratiques, afin de présenter les résultats de recherche, donc pour que tous les acteurs du secteur puissent de façon cohérente aller dans le même sens pour la bonne prise en charge des personnes en situation de handicap physique. Donc vous avez vu le thème de cette année, unir les efforts pour un secteur de réhabilitation physique performant et durable. Donc c'est pour effectivement que toutes les synergies soient ensemble pour que nous puissions bâtir un secteur de réhabilitation physique durable au Mali et performant. Et justement, quels sont les enjeux, les défis actuels de la réadaptation physique au Mali? Merci bien. Aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Nous avons l'augmentation du nombre de personnes en besoin de services d'appareillage orthopédique ou de prise en charge de réhabilitation physique de façon générale. Donc avec l'augmentation des maladies non transmissibles qui ont ces conséquences de faire plus de patients en besoin d'être pris en charge. Nous avons également les accidents de circulation de la voie publique qui font également des blessés, ou aussi nous sommes dans un contexte de crise sécuritaire avec des personnes qui peuvent marcher sur des mines, donc qui aujourd'hui font que le besoin de prise en charge est plus élevé, donc avec le contexte actuel. Parallèlement à l'augmentation de ce besoin, donc il y a un défi d'insuffisance des ressources humaines. Donc nous avons comme professionnels de réhabilitation, quand nous prenons les orthoprothésistes et qui fabriquent les prothèses et les orthèses, pour tout le Mali, il n'y a que 15 orthoprothésistes reconnus, donc dont 11 en fonction au niveau du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali et dans nos centres régionaux. Donc, chose qui est vraiment très bas par rapport aux normes un peu de l'OMS, qui pour une population, un nombre de 100 000, par exemple, 100 000 personnes en besoin d'être prises en charge, comme le chef de délégation du CICR l'a dit dans son discours, nous avons besoin au minimum de 200 orthoprothésistes formés, donc qui peuvent assurer la prise en charge de cet effectif-là. Mais ça veut dire concrètement qu'on n'a pas les moyens de notre politique en matière de réadaptation physique. Au jour d'aujourd'hui, les ressources humaines disponibles pour
la prise en charge de l'appareil orthopédique sont insuffisantes pour faire face aux besoins. Est-ce qu'il y a une véritable politique même? Effectivement, il y a une politique, la stratégie nationale de développement de la réhabilitation physique 2017-2026, qui est en cours de mise en œuvre. C'est vrai, a eu beaucoup de résultats positifs, mais que nous estimons qu'il est important que cette stratégie nationale soit revue telle que l'Organisation mondiale de la santé en 2023 l'a évoqué. L'Organisation mondiale de la santé a défini des orientations à travers lesquelles toutes les politiques, toutes les stratégies doivent se conformer. Et donc aujourd'hui, le ministère de la Santé et du Développement social a sollicité l'Organisation mondiale de la santé donc, par rapport à l'appui qu'elle pourrait apporter au Mali pour que notre stratégie nationale puisse être adaptée aux orientations de l'Organisation mondiale de la santé pour faire face vraiment aux difficultés que nous avons en termes de ressources humaines, en termes en fait, les statistiques qui sont indispensables pour orienter les politiques, les actions. Aujourd'hui, le nombre de personnes réellement en besoin de tel type d'appareillage ou en besoin de tel type de service de réhabilitation ne sont pas très connus. Donc, il faut vraiment une recherche assez approfondie donc, pour que nous puissions vraiment aller à l'élaboration de ce document important qui est le plan de développement, le plan stratégique de développement de la réhabilitation au Mali et qui nous permettra vraiment de faire face à beaucoup de défis. Tantôt, je parlais des orthoprothésistes. Aujourd'hui, nous avons à peu près une centaine de kinésithérapeutes qui aujourd'hui également, le nombre est insuffisant pour faire face aux besoins de prise en charge qui sont assez énormes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les maladies handicapantes, notamment les accidents vasculaires cérébraux, donc qui aujourd'hui fait que nous avons énormément de patients qu'il faut prendre en charge de rééducation pour minimiser l'impact de cet accident-là et pour que les personnes puissent retrouver toute la fonctionnalité des membres qui ont été affectés par cette crise-là. Et quand on parle de réadaptation physique, on pense naturellement aux prothèses et vous avez dit vous n'avez pas assez de moyens pour fabriquer assez de prothèses, mais finalement vous faites comment? Est-ce que vous arrivez à satisfaire même une petite partie de la population? Oui, aujourd'hui, annuellement, chaque année, le Centre national d'appareillage orthopédique et ses centres régionaux produisent environ 1000 appareils. D'accord. 1000 appareils par an. Donc, notre objectif, c'est d'aller au-delà parce que nous savons que les besoins sont énormes. Ouais. Et face à cette situation... Vous avez une idée des besoins, non? Les besoins peuvent aller jusqu'à 3000. Jusqu'à 3000. Voilà. Donc aujourd'hui, pour faire face à cette situation, nous saluons ici la synergie entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique et le ministère de la Santé et du Développement social, donc qui a permis, depuis 2022, d'ouvrir 3 nouvelles filières à l'école nationale, à l'Institut national de formation à Centre de la santé, l'INFSS. Donc qui a ouvert la filière orthoprothésiste, la filière orthophonie, la filière ergothérapeute, donc qui s'ajoute maintenant à la filière kiné qui existait. Donc nous avons avec l'Institut de formation de la santé un partenariat entre le Sénarium et l'Institut. Voilà, donc qui a permis, il y a à peu près 23 orthoprothésistes qui sont à leur 3e année de formation donc universitaire, qui ont presque terminé et qui vont être versés sur le marché de l'emploi. Donc voilà un peu une des solutions que le Mali a trouvées à la rareté de cette ressource humaine qui, pour le rappeler, les orthoprothésistes sont formés, en tout cas en Afrique francophone de l'Ouest, à Lomé, au Togo. Donc depuis des années, le Mali sélectionnait 2 à 3 étudiants qui étaient envoyés à Lomé, donc au Togo, pour suivre 3 années durant la formation des orthoprothésistes et revenir servir au pays. Donc ce qui fait que actuellement les ressources humaines face à la crise que nous traversons. Donc cette méthode, cette approche n'est plus adaptée. Donc il faudrait que le Mali lui-même forme. Voilà, justement. C'est tellement rare qu'il y a certains qui préfèrent aussi aller dans des pays où ils peuvent avoir plus de profit. Voilà. Mais même ceux qui sont formés ici, il n'est pas évident que tous soient mis à votre disposition. En tout cas, nous sommes en train de travailler avec au niveau du ministère de la Santé et du Développement social et avec le ministère de la Fonction publique pour que un concours, le futur concours, le prochain concours d'intégration de la fonction publique, que c'est
orthoprothésistes là puissent pouvoir postuler donc dans le recrutement direct du concours de la fonction publique pour qu'ils soient tous recrutés. Voilà, donc et aussi nous pensons qu'il est important que nous mettons plus de conditions d'attractivité pour maintenir, parce que c'est des ressources très rares dans notre sous-région. Pas seulement au Mali, même dans les autres pays voisins. Donc, ce qui fait que nous, si nous arrivons à les former, il faut que nous ayons une politique vraiment de les maintenir pour qu'ils puissent vraiment servir le pays. Et on sait aussi que les malades au Mali n'ont pas assez de moyens pour accéder à ces prothèses. Oui. Et qui coûte naturellement cher. Effectivement, oui, aujourd'hui... Est-ce qu'il y a une subvention de l'État? Il y a beaucoup de mécanismes qui sont en œuvre, qui permettent l'accès à moindre coût ou l'accès gratuit même à ces appareils-là. Aujourd'hui, avec le ministère de la Santé et du Développement Social, nous avons l'assurance maladie obligatoire qui couvre les appareils pour les personnes qui sont éligibles à l'AMO. Nous avons aussi, avec le régime d'assistance médicale... ou certains appareils? Tous les appareils orthopédiques, les prothèses, les orthèses, donc sont tous pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Il y a également, avec le régime d'assistance médicale avec l'ANAM, les personnes qui sont indigentes ont accès à ces services-là à travers ce régime-là. Donc nous avons des partenaires comme le Comité international de la Croix-Rouge qui appuie le ministère, donc appuie le SNOIM par la mise à disposition de matières premières orthopédiques qui sont achetées à l'extérieur et qui nous permettent de fabriquer ces prothèses. Également, dans le mandat du CICR, toutes les victimes du conflit sont prises en charge, donc gratuitement par le CICR. Donc, ce qui fait que nous avons un nombre important de patients qui sont répertoriés par le CICR et qui bénéficient des appareils orthopédiques produits au niveau du SNOIM et même des personnes qui sont dans des situations de dénuement qui peuvent aussi, compte tenu des moyens disponibles au niveau du CICR, qui peuvent être couverts. L'autre partenaire, c'est Humanité Inclusion, qui a un programme de prise en charge des enfants polyhandicapés, donc qui ont des difficultés de statut, de s'asseoir, de mouvoir les membres. Et avec ce programme, nous fabriquons des aides techniques qui sont des corsets sièges avec des fois des châssis roulants qui permettent aux mamans de ces enfants-là de mettre des enfants dans des conditions très adaptées, confortables et qui est sécurisé et qui les permettent à ces femmes-là de vaquer à leurs occupations. Parce que c'est des enfants qui ne peuvent pas s'asseoir eux-mêmes, des enfants qui ne peuvent pas des fois même manger seuls. Donc il faut vraiment, on crée des aides techniques qui sont vraiment très confortables, très adaptées pour en tout cas permettre l'épanouissement de la famille de façon globale. Donc concrètement, en dehors des prothèses, je vois que vous faites autre chose pour faciliter la réadaptation physique. Oui, effectivement. En dehors des prothèses, nous avons par exemple les enfants qui sont nés avec des malformations congénitales au niveau des pieds, qu'on appelle pieds beaux. Donc nous avons un service qui assure la prise en charge, la correction de ces malformations pour arrêter le handicap dès le bas âge, donc dès quelques mois ou un an. Donc l'enfant, on peut corriger la malformation du pied pour que le pied soit normal. Nous avons également des enfants qui sont reçus dans les services de rééducation, donc qui sont référés depuis l'accouchement par exemple, quand la matrone, la sage-femme voit que l'enfant a connu des difficultés lors de l'accouchement, donc avec des déchirures ou des crises au niveau de la poule, donc qui provoque la paralysie brachiale. Donc nous les recevons au niveau du SNOIM et nous faisons des séances de kinésithérapie pour réactiver les membres, l'épaule, le bras qui a été objet de crise. Donc qui fait que l'enfant peut échapper au handicap là. Et même si au-delà de 6 mois, comme nous avons vu au niveau des échanges que nous avons reçus au niveau du symposium, nous référons l'enfant. Cela veut dire que la prise en charge en séance de kinésithérapie n'est pas la solution définitive. Il faut que l'enfant soit affecté au niveau des chirurgiens orthopédistes pour qu'on puisse réparer le tendon ou le muscle qui a été affecté lors de l'accouchement. Monsieur Traoré, vous connaissez bien le service, le Centre national d'appareillage orthopédique. Est-ce que vous pensez que c'est une politique qui est adapté actuellement à la situation au Mali et qui arrive à couvrir une bonne partie de la population en situation de handicap physique? Bon, merci beaucoup. Bon, on sait qu'on est dans le même bateau. Hein. Les déficits financiers, ce n'est pas à leur niveau seulement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ils feront ce qu'ils peuvent. Mais ce que moi, j'ai compris dans tout ça, c'est 2 points. Le premier point, c'est le fait que
il a évoqué le plan stratégique. C'est comme à la recherche. Si vous n'avez pas de plan stratégique, ça veut dire que vous faites un pilotage à vue. Donc il faut absolument le plan stratégique, ça, je suis d'accord avec lui. Et en plus, le fait de compter sur nous-mêmes pour créer des solutions endogènes pour qu'on puisse faire face à nos problèmes. Vous avez vu, au lieu d'envoyer chaque fois des gens être formés ailleurs, on les forme désormais chez nous. Ça c'est une très bonne chose. Bon, le matériel qu'on peut avoir sur place. On l'utilise. Mais s'il y a des compléments à faire venir de l'extérieur, qu'il en soit ainsi. Mais de toute façon, compter en tout cas, si c'est pro-force d'abord, au lieu de compter sur les autres. Je crois que c'est ça c'est de ça qu'on a besoin. Quand on dit Mali Koura, il faut les renouveaux. C'est ça. Il faut qu'on compte sur nous. Il faut qu'on valorise les solutions endogènes. Et il faut qu'il y ait les moyens aussi. Les moyens. L'État va toujours faire ce qu'il pourra. Bon, ne saurait. Si ce n'était pas parce qu'on est dans des difficultés particulières, c'est sûr que l'État n'allait pas se limiter au financement qu'ils sont en train de faire, et pour la recherche, et aussi. Monsieur Diallo, est-ce que vos prothèses sont vraiment de bonne qualité? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent peut-être aller à l'extérieur. Oui, effectivement, nos prothèses sont de très bonne qualité, parce que c'est des prothèses qui sont confectionnées, fabriquées par des professionnels reconnus, formés. Et également, il y a aussi toute une procédure de suivi contre-qualité qui est mise en œuvre pour que le patient qui bénéficie de la prothèse soit en sécurité lorsqu'il le porte, également qu'il ait l'aisance nécessaire vraiment dans le port de la prothèse là. Donc en fait, toutes les procédures de contrôle qualité sont mises en œuvre avec à la fois les orthoprothésistes, les kinésithérapeutes, le médecin qui a prescrit, le médecin chirurgien orthopédiste qui a prescrit le type de prothèse, et également même les travailleurs sociaux que nous représentons, le psychopédagogue, le psychosociologue qui aujourd'hui est un accompagnement important dans la prise en charge qui apprécie le ressenti du patient lorsque il est en appareillage orthopédique par exemple, ses émotions, comment il arrive à mieux adapter, à mieux intégrer la prothèse lorsque c'est prescrit. Donc ce travail vraiment est très important de notre côté, parce que vraiment les gens, c'est quelqu'un qui avait un pied, un beau jour, il ne retrouve plus le même pied, donc il faut qu'on lui donne un pied artificiel, qu'il accepte ce pied-là et qu'il en fasse même comme le pied original qui était. Donc c'est ce travail-là que les psychosociologues font pour que vraiment les patients soient dans les meilleures conditions de bien-être. Voilà. Et il y a un suivi derrière. Oui, en fait, tout à fait, chaque prothèse ou orthèse fabriquée, nous avons une durée de contrôle. Donc chaque 6 mois par exemple, le patient peut revenir pour vérifier avec le professionnel qui l'a fabriqué si l'appareil reste tel que depuis la livraison, et s'il y a un besoin de réajustement. Quand l'appareil après 1 an ou 2 ans est endommagé, la réparation qui se fait. Donc en vrai, c'est la durée de vie d'un appareil produit, c'est 3 ans. Donc on estime qu'après il faut renouveler. Voilà, après 3 ans, quand le patient revient, peut-être que le pied de la prothèse est un peu endommagé, donc on remplace le pied. Ou bien le patient, sa corpulence a changé, donc il faut adapter la prothèse en fonction de l'évolution corporelle. Merci beaucoup, monsieur Diallo, et merci également à vous, monsieur Traoré. C'est la fin de cette émission. Je remercie tous nos auditeurs. Tout de suite, le journal de 13h avec Abibatou Koyan Diakité. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.